Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. L'émission Habiter ici et le monde consacre 7 épisodes à l'exploration de la question de la transformation urbaine et architecturale à partir de projets et réalisations de l'agence Looking for Architecture au croisement des enjeux à relever aujourd'hui. Ces 7 numéros font partie intégrante d'un processus éditorial, un livre édité par les éditions 205 et Cité Anthropocène et qui sortira dans toutes les bonnes librairies fin février 2025. Construire reste le standard dans le monde de l'architecture, mais nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des édifices sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. En réponse, une des voies ne serait-elle pas celle de s'emparer du déjà là, réimaginer, projeter de nouveaux usages, trouver des solutions, faire la démonstration de l'agilité. Conscient de nos interdépendances, il s'agit maintenant de coopérer. Cet épisode cultivé est dédié à l'urbanisme transitoire, au site en reconversion et à la culture comme possible agent de contribution à la fabrication de la ville. Nous en parlerons depuis l'exemple des Biennales de Lyon qui, depuis plusieurs décennies, redessinent une cartographie métropolitaine des grands événements culturels. Habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 6 invités. Bonjour à tous. Bertrand Buisson, Anne-Sophie Courbière, Alexia Fabre, Cédric Van Stevendel, ainsi que le duo qui est à l'interface des différents projets sur lesquels nous nous appuierons pour cet échange, les architectes Laurent Grabert et Antoine Trolla. Bonjour à tous. Cédric Van Stevendel, vous êtes depuis 2020 vice-président de la métropole de Lyon en charge de la politique culturelle et de la valorisation du patrimoine. Vous êtes par ailleurs maire de Villeurbanne depuis cette même date, ville qui fut capitale française de la culture en 22. Entre les grands événements culturels de la métropole de Lyon qui ponctuent la saison et qu'on connaît tous bien, la parenthèse exceptionnelle d'une année entière dédiée à la culture à Villeurbanne et le projet à venir de transformation de 2 halles de l'ancien technicentre SNCF d'Oulin en espace culturel, voyez-vous la culture et l'art en particulier comme des leviers pour tout à la fois révéler et réactiver des sites et possiblement faire remonter ce qui nous relie, en tout cas je l'espère, et créer du récit. Bonjour, d'abord. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi je fais partie de celles et ceux qui pensent que les politiques culturelles sont des politiques de transformation. Enfin, et que... Bien sûr, il n'est absolument pas question de parler de divertissement, mais il n'est même pas question juste de parler, d'assister à la production d'une œuvre qui permette d'avoir simplement des émotions ou de réfléchir. Enfin, les politiques culturelles aujourd'hui sont des politiques de transformation des liens, des espaces, et même finalement des politiques de transformation de nos politiques publiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les perçois. Vous avez eu la gentillesse de citer que Villeurbanne avait été capitale française de la culture, la première, puisque oui, c'était le premier dispositif, et on sera toujours la première. Ça, c'est plutôt bien pour Villeurbanne. Mais nous, c'est vrai qu'on s'est jeté dans ce projet alors qu'on venait d'être élu, qu'on était en pleine crise Covid, y compris quand on a fait le dossier de réponse, comme je l'avais, je crois, à un moment dit comme ça, une fenêtre ouverte sur l'avenir dans un moment de dépression profonde, enfin, y compris de la part des acteurs culturels. Donc, voilà, en tout cas, je le pose comme ça. Et du coup, tout ce qui est porté, que ce soit à Villeurbanne ou à la métropole, c'est bien de se dire comment est-ce que la culture modifie en profondeur notre récit,
ou nos récits, comment est-ce que ça permet de développer des possibles et qui ne sont pas simplement des possibles de production, de création artistique et culturelle, mais qui sont aussi des possibles de transformation politique des lieux, des relations. Voilà, et ça me fait très plaisir que vous parliez des liens, parce que je faisais hier ma cérémonie des vœux aux Villeurbanaises et le thème, c'était « Prenons soin de ce qui nous relie ». Vous voyez, donc considérant aujourd'hui que finalement, dans des moments de chaos, enfin, formulons-le comme ça, en tout cas d'inquiétude, voire même parfois de terreur, hein, la dernière chose sur laquelle on peut encore s'appuyer, c'est la nature, la qualité des liens qui permettent de passer à l'action. Donc en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on pose les questions de politique culturelle et bien sûr que la question des lieux, et on va parler des grands locaux, fait partie intégrante de la manière dont on l'appréhende, en se disant qu'à la fois ce qui va être donné à voir, ce qui va se vivre, va faire partie de la question qui renforce les liens et qui permet finalement de se donner collectivement l'énergie de transformation dont on a besoin. Voilà comment on essaye de l'aborder aujourd'hui. On pourra bien sûr rentrer un peu plus dans les détails concrètement, mais globalement, d'abord et avant tout, il y a une politique publique de transformation qui est à l'œuvre. Alors, pas seul au sens, c'est pas l'exécutif métropolitain ou l'exécutif villeurbanais qui le porte, mais en tout cas, l'intention, elle est bien posée comme cela. Et à partir de là, ensuite, il y a liberté aux acteurs culturels de se mettre en adéquation ou pas. Hein. Ils ont aussi le droit de dire que c'est pas ça qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, c'est la proposition qu'on met sur la table. Donc une proposition qui est à la fois d'acceptation de la nécessaire transformation, mais même vraisemblablement d'accompagnement, voire d'anticipation de cette question de la transformation. Je crois que c'est Ernst Bloch qui dit sans l'hypothèse qu'on peut changer le monde, il n'y a pas de politique, il y a juste la gestion administrative des hommes et des choses. Ben, nous, on est là pour faire de la politique. Voilà, donc pour changer le monde, et on a besoin de tout le monde pour le faire. Ben, il est heureux que vous soyez là pour faire de la politique. Je pense qu'on a tous besoin collectivement de ça. Je vous remercie Bertrand Buisson. J'ai abordé l'aspect 2020, cette année charnière qui était aussi effectivement l'année Covid. Hein, donc c'est une année charnière pour tout le monde et l'ensemble des citoyens. Vous êtes directeur technique de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Et en 2020, il y a justement de nouveaux responsables politiques qui arrivent, mais il y a également une nouvelle équipe de direction qui arrive à la tête de la Biennale. Et est-ce que, peut-être pas en 2020 tout de suite, mais il y a des orientations justement pour accompagner l'époque qui est en transformation dont on parlait? Est-ce qu'il y a des principes qui sont nouveaux, on va dire, qui sont posés à ce moment-là, à partir de 2020? Bonjour à tous. 2020, oui, de toute façon, ça a été quand même une époque où tous les projets, tout a été complètement chamboulé. Peut-être, oui, parce que par rapport à l'histoire de la Biennale, on était déjà rentré en 2019 un peu dans une autre dimension en venant à Fagor, aux anciennes usines Fagor. Sur la base d'ailleurs d'une volonté artistique, hein, on est arrivé à Fagor parce que le commissariat de la Biennale 2019 voulait un lieu où les artistes aient le temps de créer des espaces aussi qui soient inspirants. Et on n'avait pas tout ça à la Sucrière où on était depuis quelques années, donc on a cherché un autre lieu. Les Nuits Sonores l'avaient déjà défriché, on va dire, le lieu des anciennes usines Fagor. La Biennale y est allée. Donc en 2020, quand les directions artistiques ont changé. Les directeurs artistiques sont arrivés, ont dû aussi apprendre à travailler dans ces lieux. Donc ça nous a fait de fait changer de dimension, outre tout le contexte Covid, économique et le contexte qu'on a maintenant d'ailleurs, qui est en décalage, mais autour du mécénat, tout ça est en train de beaucoup bouger, de se transformer, et on doit apprendre à travailler avec tout ça. Mais les directions artistiques ont dit, super, on est à Fagor, on est installé, qu'est-ce qu'on fait dans Fagor? Je me rappelle de Dominique Hervieux, qui était au départ un peu, qui avait peur de ce lieu pour de la danse, parce que c'était des spectacles, elle avait plus des réflexes de plateau, et pourtant elle avait fait en 2021, du coup, une belle proposition pluridisciplinaire un petit peu dans Fagor. Et bon, en art contemporain, c'est sûr que c'était un lieu qui était beaucoup plus inspirant, mais on changeait de dimension quand même. Et après la BAC 19, on a un peu essuyé les plâtres d'une biennale
avec les artistes, etc. L'enjeu de la BAC 22, pour Isabelle et pour l'équipe de commissaires qui étaient présents, c'était d'appréhender ce lieu-là. Donc, de fait, on a changé de logiciel un petit peu, de taille. Puis je dirais que là, on est encore en train de se transformer en allant aux grands locaux, parce qu'on continue encore à évoluer sur une même typologie de site, mais qui est quand même assez différente. Alors, ce qui rassemble peut-être les deux sites que vous venez de citer, Fagor et les grands locaux, c'est l'aspect de l'échelle qui est énorme. Hein. Ce sont des très grands sites, très différents certes, mais de très très grands sites qui ont sûrement dû, et on en parlera, permettre notamment, je pense, à l'art contemporain, l'installation peut-être d'œuvres qui n'auraient pas été possibles dans d'autres configurations. Alors, pour rentrer justement sur la question des sites, je vous remercie. Je vais me tourner vers Antoine Trolla et Laurent Grabert. Donc, vous connaissez très bien les deux sites qu'on vient d'évoquer. Donc, les deux derniers sites, enfin, celui à venir et celui qui vient de se clore pour les biennales en particulier, mais aussi pour les grands événements culturels de la métropole de Lyon. Donc, il y a d'autres typologies d'événements. Je pense à Nuit Sonore, Lyon Street Food Festival et peut-être j'en oublie. Vous avez travaillé, donc, je le disais, sur ces usines Fagor-Brandt, hein, parce qu'on a tendance à réduire les noms, qui sont aux marges du Lyon 7e arrondissement, et donc qui a accueilli, vous l'avez dit, Bertrand Buisson, les biennales de 2019 à 2023 qui vient de s'achever. Et vous travaillez aujourd'hui sur l'ancien Technicentre SNCF d'Oulin, qu'on dit aujourd'hui les grands locaux. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des potentiels et des limites justement à ces énormes espaces qui ne sont pas des espaces qui ont été dessinés pour l'art ou pour la danse, qui sont donc des espaces en reconversion quand vous les découvrez, que ça soit Fagor ou que ça soit Oulin, et au regard évidemment des programmes qui vont devoir être développés, qui sont aussi très variés, hein, entre expositions, festivals, performances, danse, musique, énormes concerts. Les choses sont quand même malgré tout très différentes, et peut-être que Bertrand Buisson pourra rentrer dans ces différences programmatiques auxquelles il faut répondre. Antoine Trolla. Eh bien, bonjour. En fait, la mixité de ces programmes, c'est une chance parce que c'est très représentatif c'est dans les extrêmes. Et du coup, puisqu'on aborde les extrêmes, on saura loger les autres, en gros. Et parce qu'en fait, les biennales, c'est un très grand site avec énormément de gens, mais sur le temps long. Donc, peu de gens en même temps sur un temps très long. Quand un projet comme Nuit Sonore, ça va être énormément de gens sur un temps très court. Et ce qui était surprenant sur Fagor, c'était d'arriver dans une usine du 20e. Et du coup, ce qui a été surprenant pour à peu près tout le monde, y compris pour le public, c'est que finalement, les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir les échelles du 20e siècle. C'est-à-dire que des charpentes à 20 mètres, avec une structure, avec une coque qui n'est pas forcément dans notre esthétique, ou dans une esthétique partagée, mais en fait, en tout cas, qui construisait pour nous une certaine esthétique. Ce qui est différent pour les grands locaux, c'est que on revient sur une usine qui a les caractéristiques communément admises comme belles. C'est une belle usine. Fagor n'était pas une belle usine, était très pratique. Par contre. Oui, c'est même entendu comme du patrimoine, ce qu'on ne dirait pas pour une usine du XXe siècle, en tout cas post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a une forme d'acceptation déjà peut-être du public avec cet aspect patrimoine industriel. Exactement, il y a une acceptation du public du patrimoine industriel du 19e, alors que nous avions considéré Fagor comme un élément du patrimoine du 20e, parce que c'était aussi très intéressant. Et sur les deux sites, d'ailleurs, là, il commence à y avoir des médiations avec les gens qui travaillaient. Sur les deux sites, on a pu retrouver, parce que le site des grands locaux est un site encore en activité, et ce qui est très intéressant, c'est d'être en contact avec des gens qui ont travaillé dans les lieux qui se transforment, et aussi de pouvoir voir que ces gens-là, ils sont contents que ces lieux se transforment plutôt qu'il y ait une forme de tabula rasa ou qu'on passe tout de suite à autre chose.
Il y a une forme de fierté en fait à avoir travaillé, à raconter son parcours. Je me rappelle de moments assez émouvants à Fagor, justement, avec des salariés qui se sont battus sur ce site-là pour trouver des solutions et qui étaient fiers de pouvoir voir que ces espaces-là étaient transformés. Peut-être Laurent Grimbert, est-ce que vous avez aussi un sentiment sur ces lieux? Oui, tout à fait, merci. Du coup, je voulais rebondir un petit peu aussi sur cette question des rapports effectivement entre les grandes politiques qui participent à la construction de nos villes, à leur modélisation, et puis à cette thématique de l'acte de transformation qui est un petit peu le sujet notamment de l'architecture, enfin de la transformation dans l'acte de l'architecture. Et du coup, comme disait Antoine, évidemment, ces sites, dans leur différence, créent des opportunités qui sont assez évidemment extrêmement stimulantes, intéressantes, avec leurs caractéristiques. Et nous, avec notre formation d'architecte, ce qui est très stimulant, c'est de pouvoir créer des passerelles finalement entre des émotions qui sont artistiques, entre des héritages sociaux, des caractéristiques spatiales qui sont évidemment toutes différentes et qui renvoient à des imaginaires qui sont différents. Et pour nous, c'est très stimulant d'être un petit peu à la rencontre de tous ces schémas qui permettent de rentrer dans une dynamique de récit et donc d'une expérience. Nous, on est très attachés à cette question des temporalités. Vous le rappeliez tout à l'heure, et c'est un petit peu la manière dont est constitué les différents échanges avec ces temporalités, comme le disait Antoine, avec de très fortes intensités. Et du coup, avec l'échelle de 3 jours jusqu'à l'échelle finalement de 300 ans, où on a des éléments qui posent les prémices d'une transformation sur le temps long, ce qui est typiquement le cas du site des Grands Locaux, qui a connu un passé industriel puissant, de logistique autour des réseaux ferrés et de la logistique associée à ça. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement à la rencontre de choses qui ont été intuitées sur le site de Fagor-Brandt et qui aujourd'hui sont amenées à se développer, à être admis aussi politiquement de manière à asseoir peut-être aussi demain un visage qui soit expérimental et qui soit aussi un peu neuf sur la manière de faire les villes aussi à plus grande échelle. On pourra, j'espère, échapper justement à des formats classiques de tabula rasa ou des principes qui sont un peu génériques et qu'on retrouve un petit peu dans toutes les métropoles en France et plus largement en Europe. Et c'est cette opportunité-là aussi sur le temps long de développer des dessins qui soient, dans les deux sens du terme, qui soient un petit peu à l'image de cette transformation nécessaire dans ce monde extrêmement instable. Et on aime bien cette citation de Luigi Snozzi qui dit « Rien n'est à inventer, tout est à réinventer ». Et c'est vraiment là, pour le coup, le sujet, on est, comme on dit, au cœur du poulet pour ça. Je vous remercie. Cédric Van Stevendel, l'investissement culturel métropolitain sur le site des Grands Locaux, enfin, de l'ancien technicentre SNCF, à vocation transitoire. Cependant, il semble préfigurer à la fois côté métropole et côté SNCF, et nous aurons peut-être 2 voix pour répondre à cette question. La volonté d'inscrire une frange nouvelle de la métropole lyonnaise au cœur de ce site, parce que je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Oullins est aux limites de cette métropole, presque aux limites de cette métropole. Et est-ce que vous pourriez recontextualiser l'implication de ce site dans la transformation de la ville ? Bon, d'abord, si je ne veux pas me fâcher avec le maire de Pierre-Bénite Oullins maintenant, puisque c'est de parler des limites de la métropole, on va se faire engueuler. Donc non, moi je considère que Oullins et Pierre-Bénite, c'est administrative. Ouais, enfin, on est presque en centralité, quoi. Enfin, on est vraiment pas loin, quoi, physiquement. Pardon, hein, mais c'est à la fois pour pas me fâcher avec lui, mais même y compris en termes de ressenti géographique, je trouve qu'on est assez proche. Mais pour autant, la question que vous posez, elle est extrêmement importante. Nous, en arrivant, c'était, je crois, la première fois, il y a eu une délibération cadre sur les questions de politique culturelle à la métropole et on avait un des axes qui était finalement faire territoire, parce que cette métropole, en fait, elle n'existe que finalement par une décision nocturne entre un président de conseil général, un président de métropole qui décide d'un seul coup de créer un objet politique complètement un ovni, quoi, enfin, avec une intuition peut-être géniale, ça c'est l'histoire qui le dira, mais en tout cas pas tout à fait construite avec celles et ceux qui étaient concernés. Donc il y a besoin aujourd'hui, au-delà du fait que la loi a permis l'existence de cette entité, de lui donner une consistance de chair humaine, voilà. Et
c'est sûr qu'on est persuadé que la question de la culture peut être un moyen de le faire. Et donc, beaucoup de nos actions ont été engagées autour de cela, et y compris en sortant d'une forme d'hypercentralisation Lyon-Villeurbanne, pour dire les choses, sur la question des équipements, de la programmation culturelle et de rayonner sur tout le territoire. Et donc, c'est vrai que après, il faut aussi reconnaître les choses. Globalement, ce projet-là n'est pas dans le plan de mandat tel qu'il est présenté en 2020. Il est dans 0 radar, quoi. Le seul projet culturel qui existe sur le Technicentre, c'est la ressourcerie culturelle. Ça, c'est un projet qui vient du mandat précédent. Et c'est certainement dans un espèce de croisement un peu à un moment, en se disant, tiens, il y a un lieu dédié à la culture. Fagor, ça doit accueillir maintenant de la maintenance de tram. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des acteurs culturels qui nous mettent une pression amicale, pas toujours bienveillante, ça dépend de qui. Mais bon, voilà, donc il faut qu'on trouve un lieu. Et le président de la métropole, parce que là aussi, globalement, c'est quand même lui qui donne ce go-là, dit, il y a le Technicentre, on est en pleine négo, pourquoi est-ce qu'on rachèterait pas ces halles? Et c'est vrai que le fait de se dire que ce n'est ni à Lyon ni à Villeurbanne, c'est plutôt un atout pour nous, de dire qu'il y a aussi besoin d'aller étirer la métropole sur les questions culturelles dans des lieux, alors qu'ils sont quand même desservis par le métro. Hein. Donc c'est aussi ça qui fait qu'à un moment, et les acteurs et nous considérons que c'est une bonne solution, parce qu'il n'y a pas une mise au banc d'un lieu pour des programmations culturelles de très grande ampleur. Donc c'est finalement tous ces croisements d'informations à un moment ou à un autre qui font qu'on atterrit là, il y a une forme de heureux hasard quand même. Hein. Ne faisons pas comme si toutes les choses sont tout le temps planifiées, décidées. Voilà, mais c'est un heureux hasard qui ouvre des possibles assez incroyables, et y compris quand ça vient se croiser avec un projet qui existait avant autour de l'installation du Ninkasi finalement. Et en fait, par ces heureux hasards, on se retrouve avec des espèces de pièces de différentes cultures qui vont être assez, moi j'en suis persuadé en tout cas, assez incroyables demain. Puisqu'on aura depuis le métro jusqu'au Technicentre finalement un espèce de continuum de culture, à la fois avec le Ninkasi, avec les grands locaux, et puis avec la ressourcerie culturelle. On a fait le lancement là, pour tous les candidats qui ont répondu. Il y a plus de 15 candidats qui se positionnent, donc ça va être aussi un lieu de vie autour des filières, de la structuration des filières en matière de culture. Donc, j'en suis très heureux, et je trouve que finalement, celui qui a eu les mots les plus encourageants, c'est le président des Biennales, quand il fait son interview, alors qui en a énervé certains, peu importe, mais qui dit je me retrouve finalement au moment où j'installe la Philharmonie aux confins de Paris, cette fois-ci, et pourtant c'est le 19e, donc dans des lieux qui n'étaient pas du tout identifiés par les Parisiens, et puis on sait quel le succès ça peut avoir aujourd'hui. Donc on n'est pas en train de faire la Philharmonie avec les grands locaux, mais pour autant, on dit qu'il n'y a pas de territoire qui ne peuvent pas construire une histoire autour de la culture, et voilà, moi ça me ravit qu'on soit dans ce type de projet aujourd'hui. Puis ensuite, autant je dis que certains acteurs avaient été dans une exigence pas toujours bienveillante, mais ensuite c'est vrai que dans Nuit Sonore sont les premiers à dire go, c'est super, on y va, et que ça déclenche aussi finalement un discours positif, où d'un seul coup c'est plus, alors je le dis un peu, puisque moi je savais très bien que je suis socialiste, c'est plus les écolos qui virent la culture, mais qu'en fait, d'un seul coup, les acteurs culturels viennent dire, non, il faut arrêter, quoi, on ne va pas faire de la politique là-dessus. Il y a un moment, il y a un lieu qui a une vraie ambition, qui a une vraie dimension, et qui est adapté à ce qu'on peut faire. Et ça aussi, c'est précieux de retrouver des chemins qui convergent ensemble, et qui ont d'autant plus de valeur qu'à un moment, il y a eu des critiques appuyées. Donc voilà, tout est sous les meilleurs auspices, en tout cas pour l'instant. Mais ne croyez-vous pas, là, quand je vous écoute, je réfléchis un petit peu sur un pas de temps un peu plus long à l'échelle de la métropole, qui ne s'appelait pas la métropole, peu importe, que les acteurs culturels, dans leur diversité, dans leur incessant besoin d'atterrir dans des lieux, puisque les choses continuent à se faire dans des lieux, dans le lien, sont des espèces de sentinelles hors normes, justement, de repérage de situations dans la ville, et finalement nourrissent le politique. Je pense, par exemple, si je remonte un peu à l'époque, je pense à Planchon, qui cherchait à installer un théâtre et qui est allé à Villeurbanne. Je pensais à Jean-Louis Mauban, qui cherchait à créer un institut d'art
d'art contemporain et qui est également allé à Villeurbanne. Il y avait d'autres acteurs à Lyon. Et que, voilà, finalement, ce sont un peu des indicateurs, des chercheurs invétérés de lieux et que tout ça finit par remonter dans la politique culturelle en général. C'est identifié, c'est comme s'ils redessinaient une nouvelle cartographie et que ces lanceurs d'alerte, finalement, sur des situations urbaines, y compris aux confins de je ne sais pas quoi, sont pas finalement très précieux au-delà évidemment de ce qu'ils sont capables de produire pour leur activité culturelle. Ils le sont parfaitement, mais là simplement cette fois-ci, là c'est le politique qui a quand même trouvé le lieu et qui l'a proposé, et contre plutôt au départ en tout cas quelques préventions ou quelques précautions. Mais oui, bien sûr, les acteurs culturels, ils sont à la recherche de lieux, ils sont à la recherche y compris d'extension de territoire de possible, et c'est parfait comme cela. Mais moi je suis très heureux que ça soit aussi une impulsion politique qui dise il faut sortir de la centralité en matière de culture, et il faut aller proposer dans des lieux, en plus qui étaient au départ pas complètement, enfin je veux dire, la maire de la Mulatière et la maire d'Oulin à l'époque, hein, puisque le site, il est sur le site de la Mulatière, hein, donc sur la ville de la Mulatière. Quand on dit les nuits sonores, enfin vous voyez bien à peu près le truc. Et aujourd'hui, ce sont été les plus grandes supportrices du projet, c'est-à-dire y compris en faisant prendre des positions par leur conseil municipal extrêmement favorables au projet. Donc ça, c'est quand même des belles évolutions, c'est-à-dire qu'on arrive y compris à dépasser les réticences liées à des formes de culture qui peuvent parfois inquiéter, mais y compris des oppositions politiques, quoi. Enfin, tout le monde à un moment accepte de dépasser des barrières et des clivages un peu classiques ou caricaturaux, et elles ont identifié à un moment, et c'est aussi le fait qu'elles aient été favorables à ça qui a accéléré le projet, ce possible. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que les acteurs politiques et culturels se mettent dans ces recherches des possibles. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus d'urbanisme transitoire. Alors, au début, c'était l'occupation temporaire. Aujourd'hui, tout le monde comprend enfin que, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer la ville de demain. Et c'est pas juste occuper des lieux qui sont vides, quoi. Parce que ça, c'est intéressant, c'est utile, mais c'est pas ça l'objectif politique de ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on construit la ville de demain. Et que construire la ville de demain, ça passe par des phases différentes. On peut parler de palimpseste, on peut parler de ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est bien ça, ou de sédimentation de ce qui se passe, et de surtout pas tabula rasa. Enfin, en tout cas, il y a plus grand monde qui y croit, à part celles et ceux qui ne sont orientés que par la logique de l'argent. Mais sinon, quand on enlève cette seule logique-là, globalement, tout le monde comprend bien que c'est intéressant de réinventer et non pas d'inventer à chaque fois, comme vous le disiez. Voilà, après, je suis trop long, donc j'arrête. Mais... Non. On a un tout petit peu de temps. Je vous remercie. Anne-Sophie Courbière, vous êtes responsable du groupe Émergence au sein de SNCF Immobilier. On vient de parler de l'ancien technicentre de la Mulatière, bien entendu, qui appartient majoritairement à SNCF Immobilier. On sait qu'il y a un projet d'un nouveau morceau de ville, en fait, qui va arriver à échéance 2030. Après et donc, avant cela, vous avez choisi de rendre le site accessible, hein, donc via ce process d'urbanisme transitoire. Donc, je voulais insister là-dessus parce que depuis sa création en 2015, SNCF Immobilier développe au sein de son patrimoine des opérations d'urbanisme transitoire, et que cette démarche, qui est une démarche évolutive, fruit d'une succession d'expérimentations et d'apprentissage, vous permet de quelle manière de réinventer vos manières de faire au sein du groupe. Et j'ai une deuxième question. Est-ce un moyen d'aborder les sujets sociaux, culturels, urbains, économiques et environnementaux de la ville de demain dans un contexte de transition globale de notre société ? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir rappelé qu'on était sur le site de la Mulatière. Effectivement, on appelle communément le site le technicentre d'Oulin, parce qu'en fait, on était sur une emprise bien plus importante qui allait jusque sur la ville d'Oulin. Et donc, je ne me suis pas complètement trompée. Voilà. Et qui était raccrochée à la gare d'Oulin. Et donc, quand on est dans le milieu ferroviaire, souvent, on va se raccrocher au nom des gares voyageurs qui parlent à tous. Voilà. Mais on est sur le technicentre qui est à la Mulatière. Peut-être on n'a pas parlé d'échelle, mais quand vous parlez de réinventer un quartier de ville, je pense que c'est tout à fait ça, parce qu'on est sur une emprise qui fait 18 hectares. On avait 80 000 mètres carrés de surface bâtie en emprise au sol. On ambitionne de façon collective, hein, avec la métropole et la ville, certainement d'en réhabiliter 60 000 mètres carrés.
Donc on ne sera pas sur la tabula rasa que d'autres projets urbains ont pu explorer. L'idée, c'est bien de conserver le bâti le plus intéressant et de reconstruire un projet urbain fonction aussi de l'histoire du site. Donc il y a le bâti, mais il y a aussi l'histoire industrielle, l'histoire ferroviaire, il y a aussi qu'est-ce que ce site évoque dans les mentalités. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de construire. En fait, nous, SNCF, IMO, on n'est pas aménageur, on n'est pas promoteur, on a une filiale dédiée à ça. Nous, on est dépositaire du site entre la fin de son activité ferroviaire et son nouveau devenir. Et donc, notre rôle, c'est de travailler avec les collectivités, avec le voisinage aussi, avec les anciens agents qui travaillaient sur site, de travailler ensemble pour amorcer le devenir du site, pour essayer de définir les grands enjeux de demain sur ce site. Et bien sûr, quand on arrive sur ce site, on est vraiment sur un non-lieu de la ville, en fait. C'est un site qui n'est pas identifié par les gens, qui n'est même pas identifié par les voisins. Les gens n'étaient jamais rentrés sur ce site, il n'avait jamais été ouvert au public. Ça a été un grand site industriel, mais finalement, les process industriels ont évolué, donc on avait beaucoup moins d'agents qui travaillaient sur le site sur ces dernières années. Et donc, le premier travail qu'on a mené, nous, ça a été d'identifier un petit peu toute l'histoire du site, tout ce qui avait un intérêt sur le site au-delà du patrimoine bâti, pour savoir qu'est-ce qu'on voulait, quelle était la teinte à donner au projet futur. Et ça, on est dans ce travail-là, on l'a partagé avec les collectivités, on le partage aussi avec les acteurs culturels parce que on pense que c'est quelque chose qui peut être aussi intégré aux réflexions, notamment des biennales d'art contemporain. Et bien entendu, on a envie d'être dans cette activité de transition et de se dire que ce qu'on construit aujourd'hui en occupation temporaire, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être pérenniser dans une nouvelle forme dans les projets de demain. Et c'était assez juste de dire que nous, quand on a commencé à occuper le site, à réoccuper le site, on a plutôt fait de l'occupation temporaire. Et oui, c'est peut-être pas toujours très intéressant, mais ça permet quand même, pour un grand propriétaire, de conserver un site, de conserver le bâtiment en l'état, d'éviter des dégradations fortes, etc. Et puis finalement, c'est aussi peut-être en commençant l'occupation temporaire par des choses, je dirais, plus faciles, sur des plus petits bâtiments, sur des bâtiments industriels beaucoup plus récents, donc qui n'ont pas une grande valeur patrimoniale, mais qui ont une valeur d'usage immédiate. On s'est un petit peu cassé les dents sur certaines problématiques de réutilisation, et finalement, on a pu faire un retour d'expérience de tout ça et s'acheminer vers un projet beaucoup plus ambitieux qu'est les Grands Locaux, qui est quand même l'ouverture d'un site qui a été fermé pendant 2 siècles et demi au public, en moins de 18 mois, à l'ouvrir à 10 000 personnes en jauge max par jour. C'est quand même une révolution sur un site industriel avec des grands propriétaires comme la SNCF et comme les collectivités, où, il faut se le dire, on aime bien être en sécurité dans ce qu'on fait. Et là, vous vous mettez en insécurité. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant. En tout cas, je dirais qu'on révolutionne nos façons de faire. Je pense qu'on a créé aussi un partenariat avec la métropole et la ville très très fort, justement pour avancer sur une cadence rapide pour un gros groupe comme la SNCF. Et on révolutionne nos façons de faire. Je ne dirais pas qu'on est dans l'insécurité, parce que je pense qu'on est tous très dans la maîtrise du risque sur ce projet. Elle est partagée avec tous les acteurs. Mais c'est très novateur pour nous. Ouais. C'est très novateur et ça se passe ici. Je vous remercie parce que c'est vrai que le temps est très court. Quand je parlais d'insécurité, c'est sur cette question de temps. C'est quand même extrêmement court et on vous souhaite évidemment tout le succès possible. Alexia Fabre, bonjour. Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, directrice de l'École des Beaux-Arts de Paris depuis 2022 et la curatrice de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon cette année, donc qui est la 17e. Dans un entretien que vous donniez au Monde il y a 1 an,
vous disiez à propos des Beaux-Arts de Paris, je vous cite, « Il y a un certain déterminisme du bâtiment qui peine à fabriquer de liens. C'est la maison des courants d'air, avec beaucoup d'espaces vides, des ateliers séparés. Le lieu freine les relations. Cela a été ma première approche, contredire ce déterminisme pour créer du lien. » Donc je pense qu'on est parfaitement dans le sujet, même si le bâtiment n'est pas du tout le même. Diriez-vous la même chose des halles, justement, qui vont être investies par la Biennale d'art contemporain ce printemps, enfin cet automne plutôt, en septembre? Alors, je dirais évidemment tout l'inverse. Et je suis heureuse d'avoir un an de plus aux Beaux-Arts aussi. Et je ne dirais plus les mêmes choses sur ce qui est réellement, oui, un déterminisme, mais aussi, voilà, une force. Non, je ne dirais pas la même chose pour les grands locaux. Parce que, alors pour tout vous dire, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu le vertige. Je vous l'avais rappelé. Voilà, chacun depuis votre point de vue, c'est un site absolument immense. Mais c'est un site et c'est un lieu magnifique. Et j'ai beaucoup visité la Biennale de Lyon, j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait à Fagor. Mais c'est vrai que Fagor est un lieu, là, on est tout d'un coup sur un territoire. Il y a des halles, il y a des situations, il y a un paysage, il y a un extérieur, il y a des perspectives, il y a cette esthétique industrielle et du ferroviaire que vous rappeliez, évidemment, qui détermine complètement ce lieu avec ses rails qui mènent nulle part, ses quais, voilà, où plus personne n'attend. Et il y a donc un esprit des lieux, plus qu'un déterminisme, un esprit des lieux. Et ce lieu nous parle, ces murs nous racontent des choses, ils murmurent, ils crient, ils rappellent et l'activité de réparation sur laquelle je reviendrai peut-être. Et puis, ils rappellent toutes celles et tous ceux qui ont travaillé, qui ont habité, qui ont vécu dans ce lieu. Ils sont encore présents. Moi, j'ai été très, très touchée lorsque Bertrand m'a fait visiter le lieu. Il y a toujours les affichettes et des différents syndicats qui, jusqu'il y a quelques années, affichaient les objets de leur lutte. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez. J'espère qu'on va pouvoir peut-être les garder, parce que dans le projet de rénovation, il y a beaucoup de choses qui sont gardées. Il faut, tant qu'elles sont sécurisées, bien sûr, les conserver. Il y a des petits bonshommes qui marchent au sol, il y a des passages piétons, il y a les emplacements au sol de couleurs différentes, rappelant les différentes fonctions. Donc c'est un lieu qui raconte tellement de choses à l'intérieur. À l'extérieur aussi, je le disais, je reviens aussi sur quelque chose que tu m'avais montré, Bertrand, qui m'a beaucoup marqué, ce sont les anciens blocos, qui rappellent aussi que ça a été un lieu aussi de résistance, puisque c'était un lieu qui était une cible aussi, voilà, pendant la guerre ou les guerres. Donc un lieu qui raconte toute une histoire très très longue, mais une histoire éminemment humaine. Et nous aimerions beaucoup pouvoir travailler avec ceux qui ont constitué cette histoire jusqu'à il y a peu de temps, et voilà, qui y sont certainement très attachés. Donc non, pas un déterminisme, un esprit des lieux, néanmoins un lieu très marqué avec lequel il va falloir entrer en conversation. Je m'adresse aux architectes qui sont là. On ne peut pas lutter contre ce lieu. On ne peut pas rentrer tout au moins même en compétition. Et le sujet de la Biennale, c'est bien la question de la rencontre et comment le pouvoir de transformation des rencontres, le pouvoir du collectif, la force que les rencontres donnent. Et moi, ce dont je rêve et ce que j'espère, c'est que les œuvres entrent dans une conversation avec le lieu qui redonne une qualité au lieu, mais qui l'a déjà, je dirais. Et puis, vous vous rappelez, le public ne connaît pas ce lieu, donc il va y avoir aussi un effet de surprise. Et des fois, je suis même tentée de dire que c'est tellement beau qu'il ne faudrait rien rajouter. Le lieu vaut tellement en soi. Voilà, et donc c'est ça aussi, pour nous, le défi, c'est d'entrer dans une conversation juste, qui mette le lieu en valeur et que le lieu serve aussi aux œuvres. Donc, bien sûr, les questions d'échelle, de structuration de l'espace, comment ne pas contredire, comment faire avec. Voilà, il y a quelque chose d'assez subtil et que je ne saurais pas vous décrire aujourd'hui encore, mais ce sont des défis majeurs. Et quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup dans ce site, si je peux encore dire un mot. Allez-y. C'est que c'est un lieu de la réparation. Et c'est un lieu de la métamorphose. Vous avez plusieurs fois parlé de transformation.
et de métamorphose, mais c'est un lieu qui va se regarder changer, qui est déjà en cours de mutation, de transformation. Il a déjà de nouveaux habitants, de nouveaux animateurs, et j'aimerais qu'on puisse nous aussi créer quelque chose avec celles et ceux qui sont déjà là, ou encore là, pour une partie de l'activité de la SNCF qui, je crois, subsiste. Mais c'est un lieu qui se regarde changer aussi, puisque la Biennale, moi pour laquelle je ne fais que passer une fois, mais va occuper certaines halles, alors que d'autres sont en cours de rénovation et seront les halles de la Biennale à venir. Et je trouve très beau, voilà, qu'il y ait ce chantier permanent, que les lieux qui seront occupés seront un jour abandonnés, peut-être laissés de côté, je ne sais pas. Et je me dis, ce lieu est en train de se voir changer lui-même. Voilà, et ils deviennent autre chose. Vous parliez, Cédric, aussi tout à l'heure de centralité, de proximité du centre, mais c'est en train aussi de devenir une nouvelle centralité. Et c'est ça aussi la ville de demain, ce sont ces nouvelles centralités. Et là, ça me permet de revenir à une histoire plus ancienne. Voilà, du Macval à Vitry-sur-Seine, on nous disait toujours que c'était à côté de qui, à côté de quoi, je ne sais pas. Voilà, mais ce sujet des nouvelles centralités, c'est, je pense, aussi la ville de demain. Oui, on aura peut-être le temps, je vous remercie, d'aborder cette question-là de proximité, d'éloignement, réel ou pas, et qui évidemment est à moduler, notamment avec des questions de transport. Et évidemment que la gare d'Oulin, je crois que c'est le terme pour la station de métro, c'est vraiment à 2 pas, enfin c'est rien du tout. Donc là, vous avez des phénomènes d'accélération. Quand bien même il y a une limite administrative à cette métropole de Lyon. Et voilà. Alors justement, pour continuer dans ce que vous avez commencé à amorcer, Alexia Fabre, sur les questions de pas trop toucher, de faire avec le déjà là, je me retourne vers LFA, vers Antoine Trelat et Laurent Grimbert, parce que justement... ce qui vous caractérise, on l'a vu avec Fagor, puis dans plein d'autres projets, c'est cette espèce d'esthétique du moins, je ne sais pas si le terme est juste, où la question des traces, de conserver, de faire avec, d'agir là où c'est juste d'agir, de laisser de côté, voilà. Cette question du dépouillement, c'est quelque chose d'important. Et donc... vos interventions sont souvent très ciblées, mais elles ne sont pas dissimulées. Donc, on n'est pas dans le cache-misère. On n'est pas du tout là-dedans. Et on a évoqué hors champ cette question du néo-brutalisme en architecture. Et je sais que ce n'est pas simplement une réponse aux contraintes budgétaires, mais c'est aussi un parti pris, hein, je pense, esthétique sûrement et éthique, je l'espère, ou les deux. Antoine Trelat. Oui, et du coup, je rejoins tout à fait les mots que vous avez notés, du faire avec, du paysage, de la lumière, des perspectives du site, qui sont en fait qui sont les atouts du site. Et c'est vrai que la question du transitoire permet d'explorer quelque chose comme ça de manière moins rapide. Parce que c'est souvent compliqué pour un architecte, un urbaniste, de construire un projet sur un plan en venant ponctuellement sur le site. Il y a quelques grands architectes, Renzo Piano a ce génie du lieu comme ça, où rapidement il comprend le génie du lieu, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, c'est bien de se donner le temps. Et du coup, le transitoire, il permet aussi de se donner du temps pour le comprendre, ce site, et donner des clés d'entrée de ce site. Et notamment, je pense à ces acteurs qu'on accompagne, Street Food ou Nuit Sonore, qui sont tous impressionnés par les échelles du paysage et qui, du coup, humainement, veulent le combler. Et du coup, nous, en ce moment, parce qu'on accompagne aussi Nuit Sonore, on essaye de leur dire qu'il ne faut pas le combler, que de toute façon on n'arrivera jamais à lutter contre, que s'ils veulent un élément totem, signal, ils n'arriveront pas à être au-dessus de 26 mètres, donc du coup ils seront toujours plus petits que l'existant, et que finalement ce qui est beau, c'est la vieille fougère au fond. Donc c'est aussi un exercice intéressant puisque c'est discuté avec le paysagiste de la SNCF qui... pendant des années, on avait l'anecdote sur la base aérienne de 117 à laquelle on s'est rendu, là, à Brétigny-sur-Orge, où le paysagiste, pendant des années, on lui a dit qu'il fallait qu'il mette des produits chimiques pour tuer toute trace de vie. Et là, on dialogue avec lui pour lui dire qu'en fait, la ronce ou la plante spontanée ou la fougère est belle.
Du coup, il y a des échanges qui sont des anecdotes du moins, intéressantes. si elle a su s'adapter, elle est précieuse. Elle est précieuse et puis elle construit ce fameux pays. En fait, elle participe à la lecture de ce fameux paysage et elle constitue les points de perspective. Et donc, du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, notre travail en tant qu'architecte, quand on accompagne des sites comme ça, mais je pense aussi dans la construction d'un logement, finalement, c'est de créer un espace qui soit capable d'accepter quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc, quand on travaille sur le site, on ne sait pas encore quelle est la vision de Lexia Fabre, on ne sait pas encore quelle est la direction de Nuit Sonore. Donc, il faut construire un site qui soit capable de s'adapter à l'ensemble des situations. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que c'était intéressant d'avoir aussi les deux paramètres, parce qu'il nous faut quand même des éléments pour commencer à travailler. Et donc, du coup, de savoir que ça va être dans le temps long avec énormément de gens ou dans un temps très court avec les 10 000 personnes qu'on fait rentrer dans ce site qui n'étaient pas fait pour, c'est déjà une clé d'entrée importante qui nous permet de construire les premières pièces de l'échiquier, mais où l'architecte n'est pas là pour construire l'ensemble de la réponse. C'est là où peut-être c'est la différence, parce que du coup c'est très intéressant d'aller très loin dans le détail ou d'être très précis ou très fin dans le dessin, mais en même temps si on veut aller jusqu'au bout du dessin, c'est parce qu'on connaît l'ensemble des limites. Si on connaît pas l'ensemble des limites, on peut pas tout dessiner, donc du coup il faut laisser l'espace le plus l'espace existant le plus sobre possible pour que les gens puissent le mieux se l'approprier et trouver leurs idées. Et c'est pour ça que on parle. Alors, il y a un projet, des projets très à la mode de tiers-lieu actuellement. Enfin, le tiers-lieu est très en pointe. Donc, du coup, on demande aux architectes de prendre part à cette question des tiers-lieux. Et du coup, c'est toute la question qu'on aborde, nous, à l'agence, où finalement, le tiers-lieu n'étant pas un lieu, c'est un espace qui rassemble des gens qui vont eux-mêmes construire des idées et faire développer le site, finalement. Donc, du coup, c'est comment on fait pour construire un lieu qui soit capable de générer des appropriations. Alors, juste pour ajouter, là aussi, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, des éléments un peu visuels de ce paysage, de ce site, au-delà des bâtiments qui le composent, hein, on est dans une situation géographique très belle, potentiellement, puisqu'on est à proximité du Rhône, bien qu'il y ait une autoroute entre le Rhône et le site. Mais bon, on ne sait pas. C'est un petit détail. Moi, je pense plutôt au Rhône et au flux de cet énorme lien. On parlait de la question des liens ici sur le territoire français, et pas que français d'ailleurs. Et puis, il y a la Balme. Il y a la Balme qui est derrière, qui est vraiment une composante de la géographie de la métropole de Lyon, une Balme qui remonte haut, qui est en situation ouest et qui vient mourir d'une certaine manière en allant vers le sud. Donc c'est un paysage, enfin j'imagine différentes strates de paysages qui sont tout à fait intéressantes. Et puis quand les gens vont surgir de la station de métro, pour ceux qui viendront en métro, il y a possiblement une forme de saisissement, enfin je pense. Bertrand Buisson, vous êtes en situation d'interface entre le volet artistique et donc en lien étroit avec les artistes et leurs besoins, puis le volet fonctionnel, réglementaire, utilitaire, qui permet l'occupation d'un site pour qu'il soit adapté à la fois aux œuvres et au public. Donc vous êtes en relation, en grande proximité avec les artistes, avec Alexia Fabre aussi, et donc quand ils visitent ce site, et vous-même quand vous avez visité ce site de la Mulatière, quels sont les retours que vous avez, votre retour aussi, mais qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Bon, il y a plein de lectures. Moi, je fais beaucoup visiter le site depuis quelques mois. Je fais en sorte d'être tout le temps très positif. Je pense que c'est important.
Non, mais c'est important parce que c'est un site qui peut être un peu effrayant. Je l'avais déjà remarqué à Fagor. C'est vrai que tout de suite, la première impression est tout de suite une impression disant c'est beau. Alors beau dans le sens artistique. Ce qui effraie, c'est l'échelle. C'est l'échelle, oui, c'est ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit c'est beau, c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont parlants, beaucoup plus parlants qu'à Fagor, évidemment, parce qu'on sent qu'il y a une histoire industrielle présente et on la voit devant nos yeux. Mais une fois ensuite qu'on se rentre, par exemple, dans le bâtiment 1 qui fait 10 000 mètres carrés avec 21 mètres, je crois, sous la voûte béton, il y a un vertige de l'artiste qui est tout à fait légitime. Et là, tout de suite, l'artiste se dit, donc il y a ceux qui ont des choses un peu plus intimes qui cherchent des coins, qui cherchent des petites pièces, qui cherchent où sont les pièces. Donc, en général, on commence par ça. Et puis après, il y a ceux, en effet, dont on sait qu'ils ont fait des travaux un peu plus volumineux, un peu plus ambitieux, parce qu'une biennale d'art contemporain, Alexia en parlera encore mieux que moi, mais on a toujours quelques projets qui doivent un petit peu structurer un espace avec un peu de taille et de volume. Et puis après, autour de ça, on fabrique un parcours. On a des scénographes aussi qui interviennent vraiment sur la partie muséo. Mais on doit avoir un élan, un premier élan. Donc voilà, c'est un mélange d'enthousiasme et d'appréhension, pas seulement pour les artistes, mais je fais visiter à mes collègues, directeurs techniques, régisseurs, etc. Tout le monde a le vertige parce qu'on se dit, oh là là, comment on va faire 8000 personnes ici pour les nuits sonores, ok, il manque un peu des portes, il manque plein de choses, c'est très grand. Je peux aussi parler des visites avec les pompiers, parce que ce sont des gens importants. Alors, on a beaucoup, vu que ça fait pas mal d'années qu'on fait ça, et notamment avec LFA, et on a de l'expérience maintenant. Fagor nous a bien aidés, et les pompiers nous connaissent aussi et nous suivent, donc on n'est plus dans les mêmes appréhensions, mais quand même, c'est un nouveau site, il doit ouvrir dans 3 mois, 4 mois maintenant. Donc, je rappelle, il ouvre pour Nuit Sonore. Il ouvre pour Nuit Sonore. On est sur une dernière phase de travaux. Il y a toute une phase de travaux qui a été faite plutôt par le propriétaire SNCF et par la métropole sur vraiment les travaux structurels un petit peu importants. Mais il y a une dernière tranche, et ça, on l'avait convenu, qui est faite par les acteurs culturels, celle qui est... donc, il nous reste 3 mois pour les faire, pour pouvoir ouvrir au public. Donc, quand on visite ça, on a toujours ce mélange-là de grand enthousiasme. Moi, je suis... déjà, c'est très particulier par rapport à tous les sites qu'on a pu faire. La Biennale a toujours un peu défriché des sites. Oui. La Sucrière, par exemple, quand en 2003, on est arrivé à la Sucrière, même s'il y avait eu des choses avant, je parle de la Biennale au sens large, mais en fait... oui, parce qu'il y a eu la halle Tony Garnier, moi je me souviens, qui était aussi un très grand site. Oui, mais ça, elle existait avant, mais c'est vrai que la Biennale était à la halle en version été, parce que c'était le seul moment où on pouvait bloquer la halle pendant 2 mois, 2 mois et demi, le temps d'une expo, et puis après, on s'est aperçu que c'était bien de repasser un peu, à l'époque, les responsables de passer plus en mode rentrée et être à l'automne. Donc, on est allé à la Sucrière qui n'avait juste servi en flash, en fait, avec Nuit Sonore et avec d'autres événements. Et la Biennale sert à ça par rapport, on pourrait en reparler aussi, le regroupement des acteurs culturels. C'est un peu cohérent avec ce qu'a dit Cédric par rapport à la politique aussi, la volonté de créer un projet. La structuration acteur culturel actuelle, en fait, c'est un mot qu'on utilise, elle n'existe pas. Ce sont 3 festivals qui travaillent ensemble. Alors c'est vrai, on est cousins proches avec Artifarty, entre la Biennale et Artifarty, parce que tout le monde a grandi ensemble et toujours justement cette proximité de site. Mais je trouve qu'on se complète bien parce que Artifarty est toujours arrivé en punchline sur des sites à défricher. C'était même
pendant longtemps, quand c'était encore possible, économiquement, c'était une volonté chaque année d'amener le public dans un lieu différent. Mais bon, maintenant, c'est compliqué, il y a de moins en moins de lieux, c'est cher quand même de faire ça. Mais en tout cas, Artifarty, ça a été le cas à Fagor. Puis ils avaient déjà visité, je crois, le Technicentre, enfin, ils avaient visité des choses avant. Et la Biennale, elle, un peu plus grosse, un peu plus lourde peut-être, je sais pas, mais a toujours amené aussi un peu de structuration dans ces projets-là. Et ça, c'est important. Ça s'est passé à Fagor en 2019. Quand on fait une Biennale art contemporain, c'est un festival d'hiver, ce sont des œuvres d'art avec des valeurs, etc. Donc, on ne peut pas gérer comme sur Nuit Sonore ou sur Lyon Street Food. On ouvre tout, on est au mois de mai, c'est pas grave, le vent vient. Non, là, sur une Biennale, on est obligé quand même de structurer un lieu, de rendre un peu de confort, en tout cas, par rapport à un temps de visite qui est un peu long, voilà. Donc, la Biennale a toujours structuré. Donc, on avait fait des travaux à Fagor à l'époque pour la Biennale, qui ont finalement servi à tout le monde, mais ça a été un laboratoire, un très bon laboratoire qui nous permet maintenant d'être, je trouve, assez efficace sur les grands locaux, même si on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est un peu le même principe. Et en fait, le fait de réfléchir à ce programme-là, et d'avoir peur de ces espaces, mais de réfléchir en plus avec 3 typologies d'événements assez différentes. On parlait de art, évidemment, Nuit Sonore et Biennale, il n'y a pas besoin de comparer, mais le Lyon Street Food, c'est intéressant aussi. C'est un événement autour de la gastronomie, et donc il y a d'autres impératifs, et que finalement, quand on prévoit un dispositif pour ces 3 festivals, on peut encore accueillir plein d'autres choses. C'est là où on est cohérent aussi avec la politique un peu culturelle qu'il va y avoir d'investissement, parce que c'est assez exceptionnel, les investissements qui sont faits sur ce lieu, tant par la SNCF que par la métropole. Mais en fait, on produit un programme, ce programme-là pourra servir à plein d'autres gens. Et ça, c'est assez intéressant. Et on essaye, pour rebondir sur ce que disait Alexia, de ne pas figer le lieu, de ne pas trop le déterminer. Et ça, c'est important. C'est souvent des discussions qu'on a eues avec LFA. On essaye de pas le figer, c'est-à-dire de faire en sorte que ce lieu garde son identité et que chaque événement puisse se l'approprier, ou chaque artiste, ou que chaque scénographie puisse être différente dans un lieu comme ça. Donc l'idée, c'est de ne pas fermer. On prend toujours des exemples, et la Sucrière en est un. On a vécu plusieurs périodes à la Sucrière, 2003 jusqu'à 2011, où on avait le lieu. Je me rappelle, quand j'arrivais, on me donnait une boîte à clés énorme, et on me disait, tiens, voilà, c'est chez toi pendant 1 an, enfin un peu moins. Et on se débrouillait. Et à l'époque, il y avait un poteau de 80 cm tous les 7 mètres, je crois. Donc, c'était c'était une salle avec des poteaux. Mais c'est pas grave. Les artistes étaient très inspirés, en fait, par ces espaces. Ils arrivaient, je vais me mettre ici. Et puis, il y a eu une tranche de travaux et d'investissement qui a évolué, qui a été faite dans une bonne coordination pour réfléchir à pouvoir faire d'autres usages, des concerts, etc. Donc, des gros travaux qui ont été faits. Mais après 2011, le lieu a été un peu plus bloquant. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas, au niveau de l'art contemporain, et les artistes, quand je leur faisais visiter, il y a beaucoup de placos, il y a des murs lisses. On est dans un musée, on est où? Enfin, en fait, on avait un peu perdu l'identité. Et je me rappelle qu'à la Sucrière, ils se battaient tous pour le silo d'entrée. On avait décidé d'inverser l'entrée publique par rapport à ce qui avait été fait. Et finalement, ils étaient 3 ou 4 à se dire, moi, je vais dans le silo, je le transforme, je fais un bassin, bref, ils ont fait plein de choses. Et ils allaient tout de suite vers cet espace-là, et le reste étant un espace plus muséal, on va dire un peu plus classique, où on peut faire des murs blancs et présenter des choses, voilà. Donc, pour revenir sur les grands locaux, encore une fois, on fait visiter à 3-4 artistes par semaine. Ils sont très discrets, mais ils sont très polis. Après, je pense que derrière, tu discutes avec eux, mais ils ont envie aussi de faire des choses un peu rares, un peu. Mais voilà, cet espace est parlant et inspirant pour les artistes. Ça, c'est la chose principale. C'est la chose principale. Ah oui. Alors justement, je voulais compléter là-dessus avec Alexia Fabre, justement sur cette question de l'espace de l'art, l'espace de l'exposition. On a eu l'habitude
en tout cas les grands locaux s'inscrivent complètement aux antipodes d'un white cube, quelque chose qu'on a pu voir longtemps, qui s'est beaucoup standardisé d'ailleurs à partir des années 70, qui était un espace qui visait à neutraliser en fait le contexte autour de l'art. Alors que là, l'art fait avec un espace qui a une identité forte qu'on ne va pas, que LFA ne va pas essayer d'effacer. Donc on est dans cette interaction très forte entre une réalité matérielle, spatiale, identitaire aussi, qui a une identité au ce sens-là, et en même temps des artistes, encore une fois, des artistes différents, qui à travers des œuvres différentes, qui vont s'exprimer, réunis autour d'une thématique dont nous parlerons après. Donc, qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi les enjeux, justement, quand il s'agit de ça ? Les enjeux, c'est encore une fois des enjeux de conversation, d'invitation, d'accueil de l'autre. Et puis les enjeux d'une biennale, pour moi, c'est vraiment... on n'est pas dans un enjeu muséal, mais dans un enjeu d'invitation à la création. Voilà. Et d'invitation en direction des artistes et d'invitation au public de rencontrer des univers d'artistes. Les grands locaux, ce sont autant de situations, de possibilités qui n'existent nulle part ailleurs. Voilà, vous parliez du White Cube, on est complètement à l'opposé du lieu neutre, moi qui ne m'intéresse plus du tout. Moi, je dois vous le confier, les expos dans des boîtes blanches, j'y arrive plus. La répétition, l'assemblage des œuvres, ça m'intéresse plus. On verra si dans un an on me ressortira cet entretien pour voilà. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse profondément, c'est ce qui m'a intéressé dans les différentes nuits blanches auxquelles j'ai pu être invitée ou dans d'autres projets, c'est la relation aux lieux, ce sont les lieux eux-mêmes, et c'est de mettre les artistes dans une situation particulière, qui les sortent de leur atelier, qui les sortent de leurs habitudes, qui leur proposent d'autres situations. Et je crois que beaucoup d'artistes aujourd'hui sont aussi dans cette démarche, non plus de créer seul, mais non plus de créer pour, mais plus de créer avec. Voilà, avec un lieu, avec des gens, avec des amis. Donc cette idée du collectif et de faire avec de l'inclusif, voilà, de tout ce vocabulaire très répandu aujourd'hui. Mais je crois qu'ils ont envie d'agir la plupart du temps et de faire avec. Voilà, donc en effet, là on est dans une situation très particulière qui provoquera, je l'espère, des œuvres qui n'auraient pas de sens ailleurs, qui n'auraient pas existé ailleurs, parce qu'il y a un esprit des lieux, parce qu'il y a une situation spatiale très particulière. Bertrand évoquait les différentes visites que nous réalisons. C'est merveilleux de voir un lieu à travers le regard des autres. D'abord, ça a été très heureux pour moi aujourd'hui d'entendre ce lieu à travers vos mots et voilà vos sensations, vos expériences, votre histoire, vos projets politiques, voilà votre ressenti du lieu, et de le voir aussi à travers le regard des artistes, c'est merveilleux. Alors ça n'est que le début aujourd'hui. Mais dans le fond, un artiste lituanien, arménien me disait l'autre jour à qui on faisait visiter, c'est une cathédrale moderne. Voilà, il me le disait avec ces mots, mais parce qu'elle a aussi un caractère, cette halle, un caractère un peu sacré. Voilà, je suis certainement pas la meilleure représentante de cet univers-là, mais c'est vrai qu'on le ressent quand on rentre. Ne serait-ce que par l'acoustique. Ne serait-ce que par l'acoustique. Et comme beaucoup d'artistes vont travailler aussi avec le son, ils claquent beaucoup dans leurs mains quand ils rentrent dans le lieu, qui a une très bonne sonorité. Voilà, donc il y a quelque chose, vous voyez, d'un peu spirituel, d'un peu impressionnant aussi. Et quand on parlait tout à l'heure des questions d'échelle, je me disais, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, et ce que je ne veux pas faire, c'est de répondre à au gigantisme de l'espace. Il faut que le gigantisme reste à l'espace. Il serait faux, erroné à mon sens, pour plein de raisons, pour des raisons d'éthique, pour des raisons d'espoir d'une meilleure adéquation à des efforts en termes d'écologie, économique, de répondre à cet espace de cette façon-là. Et je crois que, en tout cas pour moi, l'idée, c'est de créer d'autres situations, des situations
inattendues, des situations de relations, d'intimité aux œuvres aussi. Donc, bon, bien entendu, il va falloir remplir, hein, c'est aussi notre sujet quand même, parce que c'est très grand, mais qu'il y ait des échelles, des rapports, des perspectives, et encore une fois, des relations entre le public et l'œuvre très différentes, jusqu'à des toutes petites œuvres qui viendront se nicher, comme tu le rappelais Bertrand, voilà, dans certains recoins, dans certains plis de cette architecture qui propose encore une fois des situations extrêmement variées. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Puis en plus, ça résonne ce que vous avez dit sur les questions de la cathédrale moderne avec le génial Tony Garnier qui, en 1904, dessinait la cité industrielle et qui avait fait le pari à l'époque que la nouvelle cathédrale était industrielle et qu'elle n'était pas celle de l'Église. J'ai une dernière question qui pour tous ceux qui souhaitent y répondre. Le thème de cette 17e biennale, c'est la question de l'hospitalité, de l'accueil, vous l'avez dit. Donc, est-ce que cette question de l'hospitalité, à l'échelle d'un projet de ville, comme le futur projet de la Mulatière ou l'un, ou à l'échelle de la métropole, est-ce que cette question-là, qu'on accueille avec plaisir et curiosité, c'est un horizon pour vous tous? Peut-être Cédric Van Simondel. D'abord préciser immédiatement que c'est Alexia qui a proposé cela. Non mais enfin, il faut le dire aussi. Et que je me rappelle très bien le moment où vous me l'avez indiqué. Je crois qu'on était chez Artifarty au pavillon H, je sais plus combien, H7. Donc non mais c'est important parce qu'on pourrait penser après qu'il y a une forme de commande de récit politique. Voilà. Non, mais très bien. Voilà. Donc je le pose comme ça. Ensuite, c'est sûr que quand Alexia Fabre me dit qu'est-ce que vous en pensez si qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'on n'a jamais eu autant besoin que de cela, quoi. Enfin, et que c'est sûr que et c'était avant la loi immigration. Enfin, on va se dire aussi les trucs. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de combat politique extrêmement important sur cette question-là, et donc que quand je parlais en introduction, enfin en tout cas au début, en disant la culture c'est un projet politique de transformation, bien sûr que si la culture elle nous dit pas ce qu'on fait de l'altérité et qu'elle nous accompagne pas dans la reconstruction d'un récit qui va dire qu'à un moment quand même on est capable de vivre ensemble et que de toute façon si on trouve pas cette possibilité, en fait ça arrive et on n'a pas le choix. Donc globalement on est face à une obligation de réaction, et que celles et ceux qui nous laissent imaginer qu'on va pouvoir fermer les frontières et dresser des murs sont des menteurs, et sont en plus des menteurs qui nous mettent dans un état d'esprit qui est mortifère. Donc c'est sûr qu'on se ravit de ça. Après, il faut surtout pas aussi qu'on soit naïf dans cette approche, et ça ce sera à Alexia Fabre on l'espère, et puis aux artistes qu'elle va inviter, d'essayer de nous proposer un chemin à la fois qui tienne compte de ce qui s'exprime aujourd'hui sur ce refermement, sur cette peur systématique de l'autre et de toute évolution, et de se dire que les bons sentiments, ça n'a jamais fait avancer les choses. Donc c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Et donc il y a la question de qu'est-ce qui va faire à un moment qu'il y a mouvement, réflexion, pas de côté, changement, et c'est là où au début, quand on a gagné Capitale française de la culture, j'ai fait une interview dans Le Monde dont je suis très heureux, parce que j'avais très peur que Guérin me massacre au pilori du socio-cul de la gauche bien pensante, et à un moment je lui dis mais moi je pense que la culture c'est la dernière politique publique qui peut sauver le monde, et tout mot est important dans ce que j'ai dit. Et il le reprend sans se moquer de moi. Donc j'ai trouvé que j'avais dû à un moment le toucher dans la sincérité de mon propos. Mais quand je dis ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment faire aujourd'hui. Et je crois que si le politique ne reconnaît pas une forme de grand vide et d'inquiétude, de vide au sens pas de vide de la pensée, enfin parfois, mais en tout cas de saut dans le vide d'un truc où on se dit en fait on sait pas là. Enfin, et donc pour créer ce possible, moi je pense très sincèrement que la culture est une des seules voies possibles dans ce qu'elle permet de reconnaître l'altérité, l'individualité, la capacité de chacun à se construire un chemin, et en même temps de le faire aussi collectivement. Je vois pas où on va inventer les trucs ailleurs. Donc, et je le dis avec à la fois beaucoup d'humilité, mais aussi une sincérité. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste, c'est bien, il y a l'hospitalité, on va se dire que c'est important, il faut accueillir l'autre, il faut accueillir l'étranger. Enfin, c'est pas ça. La Biennale, elle doit pas faire ça. Elle doit dire
comment on fait, pas au sens utilitariste, mais que nous est-il possible de faire ? Et là, on a besoin des artistes, on a besoin y compris des artistes quand ils viennent nous rejoindre dans nos émotions, parce qu'aujourd'hui, un des leviers du changement, il est aussi sur l'émotion. Voilà pourquoi nous, on est extrêmement contents, côté de la métropole, que ce thème soit retenu. Contents, mais aussi en même temps, entre guillemets, en attente forte, non pas que ça soit la Biennale qui change tout, mais que ça soit aussi un des lieux qui nous aide à construire collectivement des réponses qui soient autres que celles de cette loi ignoble qui a été définie en plus en CMP et même pas votée par le Parlement et qui fait honte à notre pays. Eh bien, moi, je vais rester sur l'enthousiasme pour clore et pas la honte, si vous le voulez bien. Je préfère m'imaginer dans cette perspective. Je vous remercie tous et toutes. Et puis, nous avons hâte d'aller sur ce site pour Nuit Sonore, pour commencer au mois de mai. Et puis, évidemment, de voir la Biennale d'art contemporain en septembre. Et le Lyon Street Food au mois de juin. Et le Lyon Street Food au mois de juin, bien sûr, mais bien sûr. Merci à tous. Merci. Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier.